En 28 points seulement, un document venu de Washington prétend mettre fin à la guerre. Mais derrière les mots paix, garantie, reconstruction, c'est tout l'ordre de sécurité européen qui vacille. Ukraine neutre à vie, armée, plafonnée, territoire cédé à la Russie, retour possible de Moscou dans le club des grandes puissances économiques. Officiellement, c'est une sortie de crise. Officieusement, de plus en plus de responsables européens parlent d'un texte écrit pour les intérêts du Kremlin. Et la question qui fait trembler les capitales européennes est simple. Ce plan Trump signe-t-il la paix en Ukraine ou l'entrée de l'Europe dans une ère d'insécurité permanente? La guerre en Ukraine dure depuis plus de 3 ans. Les lignes du front bougent peu, les pertes humaines et le coût économique explosent. Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche, avait promis de mettre fin au conflit en 24 heures en imposant un accord à Kiev et à Moscou, sans prolonger indéfiniment l'aide américaine. Un plan en 28 points circule alors entre Washington et le Kremlin, puis fuit dans la presse américaine, Axios, AP, CBS, avant d'être confirmé par des responsables ukrainiens et occidentaux. Le document est bien réel. Dans la foulée, les Européens découvrent qu'ils n'ont pas été associés à la rédaction, alors que ce texte touche directement à leur sécurité, leurs frontières, leurs armes d'armée. Et déjà à Bruxelles, Berlin, Paris, Londres, on parle d'une contre-proposition d'urgence pour corriger ce que beaucoup considèrent comme une bombe géopolitique pour le continent européen. Alors, que contient vraiment ce plan? D'abord, la neutralité forcée. L'Ukraine devrait inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra jamais l'OTAN. L'Alliance s'engagerait à ne pas stationner de troupes sur son territoire et à ne plus s'étendre vers l'Est en échange d'un vague engagement russe, à ne pas envahir les voisins. Ensuite, la démilitarisation partielle. L'armée ukrainienne serait limitée à 600 000 soldats avec des restrictions sur les missiles à longue portée et sur certains systèmes capables de frapper en profondeur le territoire russe. Autrement dit, une défense possible, mais une dissuasion affaiblie. Troisième pilier, les frontières. Le plan entérine de facto la mainmise russe sur la Crimée, ainsi que sur une grande partie de Donetsk et Luhansk. D'autres lignes de front seraient gelées en Kherson et Zaporizhia, créant des zones démilitarisées mais figées dans le temps. Quatrième élément, les soi-disant garanties de sécurité. Le texte parle d'une garantie de type OTAN, un engagement collectif à réagir en cas de nouvelle attaque russe, mais sans mécanisme automatique. La décision finale resterait politique à Washington et dans quelques capitales. Enfin, l'économie et les sanctions. L'Ukraine recevrait une partie des 100 milliards de dollars d'avoirs russes gelés pour sa reconstruction, tandis que Moscou pourrait progressivement retrouver l'accès au marché à certains forums internationaux, voire à un format type G8 sur le papier. C'est un compromis. En réalité, ce sont des concessions unilatérales accordées à la Russie avec une Ukraine affaiblie et une Europe reléguée en arrière-plan. Et c'est précisément là que la colère européenne explose à Kiev. Le mot le plus souvent entendu est absurde. Des responsables ukrainiens dénoncent un texte qui légalise l'occupation russe et transforme la paix en reddition contrôlée. Volodymyr Zelensky lui-même parle d'un choix impossible, accepter ses 28 points et perdre la dignité du pays ou refuser et risquer de perdre un allié clé. En Europe, la réaction est tout aussi tranchée. Londres, Paris, Berlin publient en urgence en contre-texte qui reprend la structure américaine. L'État supprime ou réécrit plusieurs dispositions jugées toxiques pour la sécurité européenne. Ancien président français François Hollande dénonce un plan qui réduit l'Europe au rôle de spectatrice assiégée, un accord qui ferait de l'Ukraine un protectorat russe américain et qui abandonne l'idée même d'une sécurité collective construite avec les Européens. Dans les pays baltes et en Pologne, les mots sont encore plus durs. On parle de Munich moderne, d'un signal envoyé à Moscou que la force paye et que les frontières peuvent encore se négocier au-dessus des têtes des peuples concernés. Face à la tempête, le secrétaire d'État américain Marco Rubio tente de calmer le jeu, expliquant que ce texte ne serait qu'un point de départ, qu'il ne représente pas la position définitive de Washington. Mais une chose est déjà acquise, ce plan exposé au grand jour la fracture entre la vision américaine et la vision européenne de la sécurité sur le continent, et les conséquences possibles vont bien au-delà de l'Ukraine. Franchement, ce plan agit comme un révélateur brutal. D'abord,
Il consacre l'idée que les grandes décisions sur la guerre et la paix en Europe peuvent se prendre entre Washington et Moscou, avec une Ukraine sous pression et une Europe consultée après coup. Donc il crée un précédent redoutable. Un pays envahi, bombardé, amputé d'une partie de son territoire, se voit proposer un accord qui transforme l'occupation de fait en réalité politique, tout en réhabilitant progressivement l'agresseur sur la scène internationale. Pour la sécurité européenne, effets potentiels sont au moins au nombre de 5. Une Ukraine définitivement en dehors de l'OTAN, qui resterait une zone grise, vulnérable aux pressions russes. 2. Une armée ukrainienne plafonnée qui limite sa capacité à dissuader une future offensive. 3. Une légitimation implicite des changements de frontières par la force que d'autres puissances pourraient voir comme un modèle. 4. Une Europe renvoyée au second plan stratégique, dépendante des choix américains pour sa propre sécurité. 5. Une Russie est réintégrée progressivement dans l'économie mondiale sans garantie solide contre une nouvelle agression. Vue d'Europe, ce n'est pas seulement un plan pour la paix, c'est une réécriture silencieuse des règles du jeu depuis 1991. Et pendant que les négociateurs se retrouvent à Genève pour réviser le texte, l'horloge tourne. Trump a fixé un ultimatum et le Kremlin observe. La vraie question est désormais frontale. L'Europe acceptera-t-elle un accord qui torpille ses propres ambitions stratégiques ou prendra-t-elle le risque historique de dire non à Washington? Dans les prochains jours, les versions du texte vont s'empiler. Américaine, européenne, ukrainienne, chacun ajoutant des notes de bas de page, mais derrière la bataille des virgules se cache un choix existentiel pour le continent. Signer trop vite, c'est stabiliser la ligne de front, mais au prix d'une Ukraine affaiblie et d'une Russie conforteur. Refuser en bloc, c'est prolonger la guerre, risquer la lassitude des opinions publiques et tester jusqu'où Washington est prêt à aller pour défendre Kiev. Entre ces deux abîmes, l'Europe tente d'inventer une troisième voie, un accord qui protège réellement l'Ukraine et ne sacrifie pas 30 ans d'architecture de sécurité commune. Mais si elle échoue, la prochaine crise pourrait ne pas se jouer à Kharkiv ou Kherson. Elle pourrait frapper aux portes des États baltes, de la Pologne ou d'un autre voisin de la Russie. Et dans quelques années, on dira peut-être que tout a vraiment basculé, non pas sur le champ de bataille, mais dans la salle où ce plan en 28 points aura été signé. C'était Monde, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.